Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, nous allons voir l'investigateur Calvin White et les cartes de la classe survivant de la boîte La civilisation oubliée. Alors, cette vidéo de redéballage sera la première, j'espère pas la dernière, avec du travail de présentation des écrans de début et de fin, ainsi que des écrans intermédiaires pour parler, par exemple pour un résumé de mon opinion sur l'investigateur, pour des indications sur les différentes façons de jouer cet investigateur, éventuellement des mentions de combos, ou encore sur les cartes du pack, sur, je sais pas, les cartes auxquelles ça se compare ou les styles de deck dans lesquels ça rentre bien. On verra. Alors j'enregistre ça le 14 août, probablement... Enfin, dans les prochains jours, je vais peut-être enregistrer plein d'audio de sorte à éditer tout ça quand j'aurai du temps mais pas le matériel sous la main, et je vais peut-être dans les prochains jours ou les prochaines semaines me concentrer sur l'écrit. On verra. Et vous le verrez au fil des publications. Alors, Calvin White, le damné, il a 0 de volonté, 0 d'intelligence, 0 de force, 0 d'agilité, 6 points de vie, 6 points de santé mentale, il est maudit et vagabond. Vous gagnez plus en volonté, plus en intelligence pour chaque horreur sur vous. Vous gagnez plus en force et plus en agilité pour chaque dégât sur vous. Signe des anciens, plus 0, vous avez le droit soit de soigner un dégât ou une horreur, soit de subir un dégât direct ou une horreur directe. Taille de deck 30. Carte survivante niveau 0 à 5, carte esprit de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5. Et il a son avantage et sa faiblesse et une faiblesse de base. Donc Calvin White, il est très particulier. Preston Fairmont, qui est sorti dans la boîte Le Cercle Brisé, donc dans la boîte suivante, est un peu similaire dans le sens où lui aussi a des stats très basses. Mais là, Calvin White, il a carrément 0 de partout. Et plus il a de dégâts sur lui, plus il est fort dans les compétences physiques, plus il a d'horreur sur lui, plus il est fort dans les compétences mentales. Du coup, il va falloir, pour qu'il soit efficace, il faudra probablement qu'il soit blessé. Plus il est blessé, plus il prend de risques, notamment vis-à-vis des dégâts directs et des horreurs directes. Son signe des anciens, plus 0, c'est pas génial un plus 0, bon, ça reste toujours mieux que la majorité des modificateurs présents dans la réserve du chaos. Par contre, vous soignez soit un dégât, vous soignez soit dégâts ou horreurs, soit vous subissez dégâts ou horreurs directs. Donc, en début de partie, vous êtes à 0 partout, vous allez vouloir vous infliger un dégât ou une horreur directe pour augmenter vos compétences. En fin de partie, vous allez plutôt le soigner un peu pour éviter qu'il meure avant la fin du scénario, sachant que dans votre deck, vous aurez sûrement des cartes pour le blesser. Vous essayerez de le maintenir, voilà. En début de partie, vous allez essayer de le mettre à 3 dans les compétences qui vous intéressent. Si vous le faites en combattant pur, vous voudrez 3 dégâts dessus. Si vous le voulez en enquêteur pur, vous mettrez 3 horreurs dessus. Si vous voulez qu'il soit polyvalent, il lui faudra 3 dégâts et 3 horreurs. Plus tard dans le scénario, vous essayerez de le monter à 4. Pour faire la dernière attaque ou la dernière investigation, vous le montrez à 5, avec des soutiens pour encaisser les horreurs et les dégâts non directs. Mais il faudra vraiment éviter le dégât et l'horreur de trop. Alors, carte avantage jusqu'à la fin des temps, c'est un soutien qui coûte 1, qui n'occupe pas d'emplacement, qui a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, les dégâts directs et les horreurs directes peuvent être assignés à jusqu'à la fin des temps. Donc ça, ce que je disais juste avant, quand vous piochez jusqu'à la fin des temps, vous le jouez. Vous montez Calvin White jusqu'à, mettons, 3 dégâts et 3 horreurs. Il lui reste plus que 3 points de vie, plus que 3 points de santé mentale. Et s'il y a une carte qui vous dit « subissez 3 horreurs directes », vous en mettez 2 sur jusqu'à la fin des temps, vous en mettez seulement une sur Calvin White, et comme ça il n'est pas vaincu. Donc cette carte-là est géniale. C'est une assurance. Parce qu'elle peut tout absorber, elle peut absorber dégâts et horreurs qui sont directs, bien évidemment ce qui est indirect, mais aussi ce qui est direct. Du coup, comment dire ça ? Si Calvin White il a 5 dégâts et 5 horreurs, normalement vous dites il peut plus rien encaisser. Avec ça en jeu,
vous savez qu'il pouvait encaisser encore 2 dégâts et 2 horreurs, y compris direct. Donc on veut le piocher avant la fin du tour pour être plus rassuré, pour se permettre d'en mettre plus sur Calvin White pour qu'il soit plus fort. Mais de toute façon, jouer Calvin White, c'est en permanence sur le fil. Il faut le blesser pour qu'il soit bon. Si on le blesse un peu trop, à la première pioche d'échec automatique, si on a pas assez de tampons, soit sous forme d'allié, soit sous forme de soutien autre, on a perdu. Sa faiblesse, voix du messager, malédiction pacte, révélation, vous devez choisir une option, subir un dégât direct et un traumatisme physique, subir une horreur directe et un traumatisme mental. Alors, cette faiblesse est un peu bizarre, parce qu'en début de campagne, elle vous aide. Quand vous subissez un dégât, ou une horreur, ça revient même, quand vous subissez un dégât direct, ça augmente vos caractéristiques. Alors évidemment, si vous n'aviez plus de marge, vous êtes vaincu. Si vous étiez gardé de la marge, ça vous met plus en force, plus en agilité. Le traumatisme physique, ça vous fait commencer chaque partie avec un dégât sur vous. Donc ça fait que désormais vous commencez les parties avec une force et une agilité de 1. Puis plus tard avec 2 et 2, puis plus tard avec 3 et 3. Au bout d'un moment, mettons que vous le jouez uniquement en combattant. Les premières fois où vous piochez cette carte, vous choisissez traumatisme physique, de sorte à commencer les parties avec 3 en force, 3 en agilité, et ensuite, je pense que vous allez toujours choisir le trauma mental, même si vous n'avez pas besoin de booster votre intelligence et votre volonté, parce que tout simplement, il a que 6 points de vie et 6 points de santé mentale. Il peut se prendre maximum 5 traumas, et même sans se prendre 5 traumas du même type, c'est extrêmement risqué, c'est-à-dire qu'il commence la partie, il ne peut plus rien encaisser. Donc voilà on va dire les 3 premières fois que vous piochez cette faiblesse-là, ça vous aide sur le long terme. Après, probablement vous vous assignez à l'autre chose, c'est-à-dire que vous passez de trauma physique à trauma mental, et quand vous le piochez pour la 7e fois, ce qui est tout à fait possible en 8 scénarios, là vous faites un peu la gueule. Voilà. Alors niveau construction de deck. Alors là j'ai mis de côté. J'ai fait une recherche sur toutes les cartes qui ont le trait esprit et qui valent qui sont niveau 1 à 3. J'espère que ça a marché. Donc vous voyez, là il y a la liste, il y en a pas mal en gardien, il y en a 2 en chercheur, 1 en truand, 4 en mystique et 1 en neutre. Enfin survivant et neutre, il peut déjà le prendre autrement. Allez, je vais parler de son deck building et je parlerai de ses mécanismes de jeu plus tard. Première carte, laissez-moi régler ça. C'est un événement niveau 0 qui coûte 0. Rapide à jouer après qu'un autre investigateur a pioché une carte rencontre non péril mais avant d'avoir résolu ses effets. On considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Vous gagnez +2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez les effets révélation de cette carte. Cette carte-là, c'est probablement pas la meilleure mais elle a un avantage, c'est qu'elle permet de récupérer, d'assigner à Calvin White une carte qui était destinée à un autre investigateur qui n'était peut-être pas en mesure de s'en occuper. Alors, déjà dans un premier temps, vous soulagez l'autre investigateur qui lui n'essaie pas d'être blessé à tout prix. Et ensuite, c'est Calvin White qui va devoir la gérer et qui va subir les conséquences négatives s'il ne réussit pas les tests. Mettons que Calvin White c'est le combattant, l'autre investigateur pioche main saisissante, il a une très mauvaise agilité, Calvin White joue laissez-moi régler ça, il récupère main saisissante, il a +2, comme de base il a 0, il fait un test à 2 contre 3, en normal on compte sur 1-2, il finit à 0 contre 3, il rate 2-3 points, il s'est pris 3 dégâts, ça y est, maintenant il a 3 en force et 3 en agilité. Voilà, ou éventuellement, si vous avez un test du genre, si vous avez une carte du genre, réussissez le test ou piochez un ennemi, l'ennemi infligera des dégâts et des horreurs à Calvin, ce qui le renforcera. Autre carte du lot, on se reverra en enfer. Grand classique dans mes decks qui peuvent l'inclure. Un événement niveau 0 qui coûte 0, 2 icônes de force, ça peut toujours être intéressant. Chaque ennemi non élite engage avec vous est vaincu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Vous êtes en début de campagne. La fin est un petit peu difficile. Mettons que vous avez
plusieurs ennemis dans un lieu qui vous empêche de récupérer les derniers indices nécessaires, et bien Calvin White il entre dans le lieu, tous les ennemis l'engagent, il joue on se reverra en enfer, tous les ennemis sont vaincus, éventuellement ils vont dans la pile de victoire, le chemin est dégagé, l'autre investigateur peut aller enquêter, Calvin White, et ben il s'est pris un traumatisme physique et commencera la partie suivante plus fort. Alors évidemment, que Calvin White commence la partie avec des dégâts et des horreurs, c'est bien, c'est-à-dire qu'il est plus efficace dès le début de la partie, mais les traumatismes, il y a quand même une limite. Il a sa faiblesse qui lui inflige des traumas. Si on met trop de cartes qui lui font s'infliger des traumas, il risque de ne pas faire toute la campagne. Mais en duo, je pense que c'est bien pour lui. Éclipse sanglante, événement de niveau 3 qui coûte 1, sort et esprit. Subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 de volonté et infligez plus 1 dégât pour cette attaque pour chaque dégât subi en tant que coup de cette carte. Alors là, c'est un peu particulier pour Calvin White, parce que la carte lui inflige des dégâts, ce qui renforcera son combat et son agilité, mais pour que l'attaque ait de bonnes chances de réussir, il faut qu'il ait une volonté élevée, c'est-à-dire des horreurs. Mais imaginons que vous avez un Calvin White qui est à 3 en volonté, il choisit de s'infliger 3 dégâts, ça fait que maintenant, en considérant qu'il n'en avait aucun, c'est-à-dire que maintenant il a une force de 3 et une agilité de 3, il fait son attaque avec une valeur de 3, éventuellement il booste avec une compétence, et en une attaque il peut infliger... Ah oui pardon, je disais il a 3 de volonté, la carte lui donne un plus 1, donc il attaque à 4, et il peut infliger 4 dégâts d'un coup. Alors je disais donc, voilà, c'est une carte, c'est la possibilité en une action de renforcer fortement Calvin White. Le problème c'est que c'est une carte de combat, enfin c'est une carte qui le booste en dégâts, qui lui inflige des dégâts, qui donc le booste sur le plan physique, mais qui nécessite qu'il ait été bon jusqu'à présent sur le plan mental, donc ouais, à voir. Par contre, l'avantage, c'est que c'est un sort, alors je ne vais pas divulgacher, mais il y a certains ennemis qui sont plus faciles à combattre au corps à corps, d'autres ennemis qui sont plus faciles à combattre au tir, et d'autres ennemis qui sont plus faciles à combattre avec des sorts. C'est aussi cette carte-là, peut-être en un exemplaire dans le deck, ça peut être intéressant. Parce que quand même, 4 dégâts d'un coup, si vous jouez 4 dégâts d'un coup, c'est pas mal. Si vous jouez en solo, là pour le coup, normalement vous avez des horreurs, donc une bonne volonté, donc une attaque assez efficace, vous boostez un petit peu avec des tests de compétences. Vous avez l'occasion de faire 4 dégâts d'un coup à un ennemi. Alors ça sera sûrement pas une carte pour finir l'ennemi de fin de scénario, parce que pour infliger beaucoup de dégâts, il faut s'infliger des dégâts. Or en fin de scénario, comme je le disais avant, vous pouvez vous prendre maximum 1 dégât avant d'être vaincu. Ou alors à côté de ça, vous avez... c'est quoi déjà ? C'est un manteau de cuir, vous avez 2 alliés que vous êtes prêts à sacrifier, mais ce sera plutôt une carte pour les ennemis de milieu de scénario. Plus balèze que l'acolyte, mais moins que l'émissaire royal par exemple. Carte suivante, lutter ensemble. Événement de niveau 3, 2 icônes de volonté, toujours intéressant, ça coûte 0. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu, cet investigateur et vous piochez chacun 2 cartes et gagnez chacun 2 ressources. Bon, là ça interagit pas spécialement avec les mécaniques de Calvin White, mais en duo, 2 cartes, 2 ressources pour chacun des 2 investigateurs du lieu. C'est intéressant, c'est toujours intéressant, et Calvin White, ça lui permettra peut-être de piocher la carte qui lui donnera le boost dont il a besoin parce qu'il commence avec seulement 2 de force et 2 d'agilité. Carte suivante, sauvetage héroïque, événement, niveau 0 qui coûte 1. Rapide à jouer quand un ennemi non élite devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu. Engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place. Ensuite, infligez-lui un dégât. Alors, cette carte-là, 1, elle annule une attaque d'un ennemi non élite sur un autre investigateur. Moi, Calvin White, si je l'utilise en duo, je le spécialise en combat. Donc l'autre investigateur, ça va être l'enquêteur, et probablement pas un bon combattant, probablement pas un investigateur avec une grosse réserve de points de vie. Donc 1, on protège un investigateur qui n'est pas calibré pour le combat. Deuxièmement, on résout l'attaque contre Calvin White, donc le classique, on le renforce en l'affaiblissant, et ensuite on inflige un dégât à l'ennemi.
Alors, si un dégât, ça suffit à tuer l'ennemi, il renforcera pas beaucoup Calvin White, mais si c'est un ennemi qui avait 3 points de vie, on lui inflige un dégât, ensuite on lui fait une attaque avec, je sais pas, la batte de baseball ou avec la hache d'incendie et on lui fait les 2 derniers dégâts nécessaires. Voilà, carte suivante, toute récente, voilà. Épouvantable révélation. Ah oui, pour les cartes précédentes, j'ai pas dit les classes, mais là bon, on s'en fout, hein, vu que de toute façon, Calvin White peut les utiliser. Événement de niveau 0, qui coûte 0, qui a 2 icônes d'intelligence. Découvrez 3 indices dans votre lieu. Donnez n'importe quel nombre de vos indices à un autre investigateur ou placez n'importe quel nombre de vos indices sur n'importe quel lieu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme mental. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, vous prenez 3 indices dans votre lieu. 3 indices, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup en duo. Je pense que ça sera plus que nécessaire en solo la plupart du temps. À 3 ou 4 joueurs, il faudra voir les situations. Mais en solo ou en duo, normalement, vous jouez cette carte, vous videz le lieu de ces indices. S'il n'y a plus d'indices sur le lieu au moment où la partie se finit, c'est possible que ça soit des points de victoire. Ensuite, ces indices, vous pouvez les donner à un autre investigateur, par exemple pour qu'il les dépense pour faire avancer l'acte, ou alors vous pouvez les mettre sur un autre lieu qui n'offre pas de points de victoire quand il est vidé. Donc cette carte-là, ça va vous permettre de récupérer en duo, vous l'utilisez pour récupérer les derniers indices d'un lieu, vous les filez à l'autre investigateur fait avancer l'acte pour gagner la partie. En solo, ça sera plutôt, je m'en sortirai pas, je vais au moins vider le lieu pour récupérer 1 ou 2 points d'expérience en plus. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme mental. Même remarque que pour On se reverra en enfer. Un traumatisme mental en début de campagne pour Calvin White, c'est pas un problème. Mais si dans votre deck, si dans le deck de Calvin White, vous avez On se reverra en enfer et Épouvantable révélation, comme en plus il a sa faiblesse, les traumas vont aller super vite et Calvin White il fera pas toute la campagne. Donc ça sera quand même à utiliser de façon mesurée. Que les deux, que ça soit On se reverra en enfer ou Épouvantable révélation, vous utilisez ça 1 fois, 2 fois maximum chacun pendant la campagne. Alors, bon, encore une fois, j'essaie de pas divulgacher, donc je donnerai pas les noms des scénarios, mais il y a un scénario, à la fin, ça peut être, une fois que vous avez... Enfin, j'ai pas en tête là tout de suite de scénario où il faut vider un lieu pour avancer l'acte final, mais des fois, c'est, vous devez dépenser X indices pour avancer si vous êtes dans tel lieu, et vous retrouvez un petit peu à court de temps, et là pouvoir filer, mettons Calvin White il entre dans ce lieu, dans le lieu il y a 4 indices ou plus, il en file 3 à l'autre investigateur, l'investigateur en a eu 3 sans avoir à faire d'action, comme l'autre investigateur c'est l'enquêteur, il se débrouille bien pour en prendre 1 ou 2 de plus, et voilà, il passe l'acte final, ça donne une résolution positive, et puis le fait que Calvin White ait été vaincu, c'est secondaire. La carte truand, la seule carte truand avec esprit, je fiche le camp. Niveau 0, ça coûte 0, ça a 2 icônes d'agilité. À jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Abandon, vous fichez le camp d'ici. Ça c'est la carte qui vous permet d'abandonner en toutes conditions. C'est pratique. Pour quelqu'un qui peut l'inclure, c'est la possibilité d'abandonner plutôt que de se faire vaincre. Notamment, quelqu'un qui a l'obol de Caron, s'il est vaincu, il est tué, donc il ne doit pas être vaincu. Du coup, s'il ne sent pas la fin de partie, hop, il abandonne, où qu'il soit. Il suffit qu'il y ait une carte de scénario, donc acte, intrigue, lieu, éventuellement un attachement, il l'abandonne. Pour Calvin White, l'intérêt, ça sera justement, par rapport aux cartes dont j'ai parlé précédemment, si vous avez obtenu beaucoup de traumatisme, maintenant vous ne voulez pas en avoir plus. Ça y est, vous commencez la partie avec suffisamment de dégâts et d'horreur, vous voulez en rester là, vous rendez compte que vous avez plus aucun point de vie de marge, vous êtes engagé en combat avec un ennemi qui a riposte, vous dites si je rate mon attaque je suis vaincu, je prends pas de risque, je joue, je fiche le camp, pas d'attaque d'opportunité parce que c'est une action d'abandon, et voilà, c'est réglé. Chez les mystiques, sort de protection, niveau 0, ça coûte 1.
Rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Bon, vous annulez un effet révélation. Alors, seulement la révélation, ce qui peut être important. Mettons, vous avez 5 dégâts sur vous, vous piochez main saisissante, vous dites si je rate, je me prends un dégât et je suis vaincu, eh ben vous l'annulez. Prendre une horreur, c'est pas grave, voire ça vous renforce. Alors évidemment, si vous avez 5 dégâts sur vous, 5 horreurs sur vous, et rien pour encaisser les horreurs à côté, bon bah vous êtes mal barré, ça vous sauvera pas. Enfin, voilà, mais ça peut être très intéressant. Au niveau 2, ça marche sur un investigateur dans n'importe quel lieu. Donc là en plus il y a l'aspect je défends le binôme. Même comme je le disais avant, si vous avez cette carte dans votre deck, c'est que vous jouez en duo ou en multi. Probablement l'autre investigateur est là pour enquêter. Il est très sensible à tout ce qui est test de force, test d'agilité, et il a peu de points de vie. Et ben, il pioche main saisissante. Calvin White joue le sort de protection. Personne n'a à résoudre main saisissante et Calvin White se prend une horreur. Alors le niveau 5, bon je le dis rapidement, ça concerne de nouveau plus que l'investigateur qui le joue, mais il annule toute la carte. Et il se prend toujours une horreur. Voilà, j'ai fait le tour des cartes. Maintenant, parlons un petit peu des différentes façons de le jouer, selon moi. Enfin, quand je dis les différentes façons de jouer, je ne parle pas des archétypes, je vais plutôt parler des logiques en cours de partie sur la longueur de la campagne. Alors je précise tout de suite, moi, Calvin White, je ne l'ai pas joué énormément. Je l'ai beaucoup moins joué que, par exemple, Daisy, ou Marc, ou Roland. Ouais, parce que ceux-là sont ceux que j'ai le plus joué, mais je me suis quand même posé des questions, j'ai un petit peu regardé les cartes. J'ai testé à 1 ou 2 reprises Calvin White, ça n'avait pas été formidable. Voilà, donc, première chose à noter, Calvin White, il va être amené à faire de la mitigation de l'échec. En début de campagne, Calvin White, il a 0 partout, il est 0, 0, 0, 0, ce qui veut dire qu'a priori, il va échouer à tous ses tests. Il est dans un lieu avec une valeur occulte de 2. S'il fait l'enquête comme ça, il lui faudrait un plus 2 pour réussir. Il n'y a pas de jeton plus 2 dans le sac du chaos. Même s'il est dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, il faut qu'il ait un plus 1. En mode normal, je dirais à la louche que ça représente 2 jetons sur 15-16. En mode, alors je sais plus si c'est en mode difficile ou expert, il n'y a plus de jetons plus 1. Donc il rate, c'est sûr. Du coup, il va devoir inclure dans son deck des cartes, enfin, il va devoir, c'est une façon de faire, c'est une optique, c'est une question à se poser. C'est une chose à considérer, l'utilisation de cartes pour tirer avantage de ses échecs. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Ah oui, évidemment, j'ai fermé le mauvais onglet. Je me demandais pourquoi j'avais cet onglet ouvert. Maintenant, je sais. Voilà, donc j'ai regardé toutes les cartes accessibles pour Calvin White et j'ai essayé de repérer toutes les cartes qui donc vont servir à faire de la mitigation d'échecs. Il y a notamment, alors je ne sais plus dans quel ordre je les ai, je crois que j'ai récupéré les cartes auxquelles il a accès par classe, donc ça doit être d'abord par classe et ensuite par ordre alphabétique et choses comme ça. Donc il a notamment essayé et réessayé. Au niveau 1, c'est un soutien qui coûte 2, qui a 3 tentatives. S'il n'a plus de tentatives dessus, on le défausse. Réaction après qu'un test a échoué, si l'une de vos cartes compétences a été attribuée à ce test, inclinez, essayez, réessayez et dépensez une tentative, renvoyez cette carte compétence dans votre main. Donc Calvin White, il commence la partie, il ne peut rien faire sans boost. Donc vous attribuez des compétences, et des fois, malgré la compétence, vous ratez. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, que je trouve un bon exemple. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1. Vous attribuez perspicacité, je crois que ça s'appelle, la compétence neutre qui donne plus 2. Il fait un test à 2 contre 1. Si vous avez de la chance, vous réussissez. Si vous n'avez pas de chance, vous réussissez et vous piochez une carte grâce à la compétence. Si vous n'avez pas de chance, vous récupérez la compétence. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois par partie. Vous avez la version de niveau 3. C'est pareil, mais il n'y a pas de limite. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez par partie. Alors, la version de niveau 3, elle coûte 3 points d'expérience.
Et est-ce qu'on veut vraiment avoir une carte prévue pour plus de 3 échecs dans la partie? Moi je pense pas, je pense que s'autoriser 3 échecs c'est déjà assez. Après tout, vous pouvez avoir 2 copies de essayer et réessayer de niveau 1. Donc ça ferait 6 échecs autorisés sur la partie. À un moment donné, les tests, il faut les réussir. Donc en début de partie, voilà, vous attribuez des compétences, c'est raté, bon tant pis, vous récupérez la compétence dans votre main. En plus, une petite remarque, il faut incliner ce soutien. Donc le niveau 1 qui a 3 provisions dessus, les 3 provisions sont utilisées sur 3 tours différents. Voilà, à un moment donné, si au 6e tour de la partie, vous êtes encore en train d'échouer à plein de tests, bon, votre deck a un problème, ou vous avez vraiment pas de chance. Donc peut-être plutôt rester sur essayer et réessayer de niveau 1. Ça vous permet d'attribuer plus facilement les compétences. Vous dites moins, mince, est-ce que le bonus est assez? Est-ce que je risque pas de gâcher ma compétence? Haute carte, génial, moi je reste persuadé que bientôt elle va être ratée. Parce qu'il me semble que dans les bonnes conditions elle est excellente. Partir perdant, un soutien niveau 0 qui coûte 0. Réaction quand vous initiez un test de compétences incliné partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Là l'idée, le nom de la carte est tout trouvé. Calvin Wright, quand il commence la partie, il part perdant. Il va rater la majorité de ses tests. Quitte à rater, vous pouvez rater d'encore plus, vous augmentez de la difficulté, mais en échange, vous avez 2 ressources ou vous piochez une carte. Piocher une carte, ça vous permettra d'atteindre la carte dont vous avez besoin pour ne pas rater. Ça va vous permettre d'atteindre, selon les types de decks, ça va vous permettre d'atteindre cacher son jeu pour avoir un bonus permanent de plus 1 dans chaque caractéristique. Ça va vous permettre d'atteindre la hache d'incendie pour ne plus vous battre à main nue. Ça va vous permettre d'atteindre, que je trouve un bon exemple, ça va vous permettre d'atteindre le talent qui vous donne des bonus quand vous payez des ressources. Et les 2 ressources, justement, si vous avez ce talent-là, prochaine action de combat, vous dites je dépense mes 2 ressources et j'ai plus d'1 en combat. Éventuellement, en tout début de partie, mais comme pour tout le reste avec Calvin Wright, ça manie avec précaution, ça peut vous permettre de vous assurer de rater un test de carte de rencontre quand l'échec vous booste. Premier tour, vous jouez partir perdant. Vous faites, je ne sais pas ce que vous faites d'autre de vos 2 autres actions. Première phase de mythe, lors du 2e round, vous piochez main saisissante. Test de difficulté 3, vous avez 0. Vous utilisez partir perdant, la difficulté c'est de 2. Vous décidez, de piocher une carte. Vous échouez à votre test. Comme vous avez échoué de 5, vous prenez 5 dégâts. Vous êtes au début de la 2e phase d'investigation et Calvin Wright il a 5 de force. Bon, maintenant il faut qu'il encaisse tout le reste, mais le premier combat qu'il fera, il aura 5 de force, sans compter les autres boosts, boost de l'âge d'incendie, boost de la compétence maîtrise, etc., etc. Alors je vais pas faire dans l'ordre, si je retrouve la carte dont je voulais parler maintenant, évidemment ça va être la dernière. Ah, bizarre, je l'ai. Alors, partir perdant, ça combote bien avec garder courage. Garder courage, c'est quoi? C'est une compétence survivant qui n'a aucun icône. Vous pouvez en attribuer une maximum par test de compétence. Vous pouvez l'attribuer à n'importe quel test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Voilà. Partir perdant, ça vous garantit, si vous l'utilisez bien, ça vous garantit que vous ratez le test. Quand je vérifie... Voilà, partir perdant, on peut l'utiliser qu'une fois par round, par contre, vu qu'il faut l'incliner. Mais vous utilisez partir perdant pour vous garantir de rater le test et vous attribuez garder courage. Par exemple, vous faites un test, une enquête, dans votre lieu de départ. Mettons que le lieu a une valeur occulte de 2, vous êtes à 0, vous augmentez la difficulté à 4, vous attribuez garder courage, vous devez faire un test à 0 contre 4, vous le perdez, vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 ressources, et ensuite, en plus de ça, vous gagnez 2 ressources additionnelles ou vous piochez une carte additionnelle. Donc là, si vous choisissez la pioche, vous faites votre main initiale de 5 cartes. Enfin,
Vous piochez 5 cartes, vous faites un mulligan, ça y est, vous avez votre main définitive de 5 cartes. Vous faites, première action, vous posez partir perdant, deuxième action, vous faites une enquête. L'enquête, c'est l'action qu'on peut faire dans tous les lieux, même s'il n'y a pas d'indice. Vous attribuez garder courage, vous ratez, vous choisissez de piocher 4 cartes. Bon, normalement, vous avez la carte dont vous avez besoin, vous avez votre hache d'incendie, vous avez votre cachet son-jeu, normalement vous êtes installé. Voilà, alors on continue, patte de lapin. Un soutien de niveau 0 qui coûte 1, emplacement d'accessoires, réaction après que vous avez échoué un test de compétence, inclinez la patte de lapin, piochez une carte. Ben voilà, hein, toujours la même idée, en début de partie, vous ferez beaucoup d'échecs. Et ben une fois par round, grâce à patte de lapin, vous pouvez piocher une carte qui, on l'espère, sera la carte qui vous permettra de réussir le prochain test. Et encore une fois, ça combote avec partir perdant et garder courage. Vous faites exprès d'échouer, vous retrouvez maintenant, si ce qui vous intéresse sont les cartes, vous êtes à plus 5 cartes et plus de ressources. La patte de lapin au niveau 3, le même principe, sauf qu'on choisit une carte parmi les X premières du dessus du deck. X, c'est le nombre de points manquants. Je reviens toujours sur ma combo en 3 cartes. Valeur occulte de 2, vous passez la difficulté à 4. Vous faites votre test, vous avez 0. La difficulté de 4, disons que vous piochez le moins 2. Bon, peu importe d'ailleurs. Disons que vous piochez pas le moins 1, donc vous vous retrouvez avec 0. 4 contre 0, vous ratez de 4. Comme le test a échoué, vous piochez 4 cartes, vous gagnez 2 ressources, et ensuite vous choisissez une carte parmi 4. Donc là, les bonnes cartes de votre deck, vous les voyez. Si vous n'en tirez rien, c'est que votre deck est mauvais, je pense. Parce que là, quand même, ça vous permet d'aller relativement loin dans votre deck. Le totem macabre de niveau 0, qui est bicolore, soutien, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Alors au niveau 0, c'est pas vraiment de la mitigation, c'est du boost. Vous faites une enquête, vous attribuez perspicacité. Je suis pas sûr que ça soit perspicacité en fait, je vais vérifier. Avec toutes ces cartes, on finit par les mélanger. Ouais, c'est perception. Vous jouez perception, grâce au totem macabre, vous lui mettez un 3e icône d'intelligence. Mais bon, là donc on s'éloigne de la mitigation. Par contre le niveau 3, qu'est-ce que ça change? Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Donc, même réflexion que pour essayer et réessayer. Vous savez que si vous échouez, vous récupérez votre compétence. Du coup, vous permettez plus fréquemment d'attribuer des compétences. Du coup, vous êtes meilleur. Et si vous ratez, la compétence vous revient en main, vous pouvez refaire le même test. Voilà, lieu avec valeur occulte de 2. Vous jouez perception. Vous faites un test à 3 contre 2. Si c'est raté, vous récupérez la compétence, vous refaites le même test, bon ce coup-ci à 2 contre 2. C'est encore pas génial, mais ça a quand même ça a augmenté vos chances. Un grand classique chez les survivants, regardez ce que j'ai trouvé. Un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Vous faites une enquête que vous ne pouvez pas réussir, ensuite vous payez 2. Vous gagnez 2 indices, enfin vous prenez 2 indices dans votre lieu. Alors regardez ce que j'ai trouvé, quand même il faut faire attention aux chances qu'on a de se retrouver dans cet intervalle d'échecs avec une différence de 2 ou moins. En début de partie, si vous avez 0 échec avec 2 ou moins, ça veut dire que la difficulté est de 2 ou moins. Si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 3 ou 4, là il faudra essayer d'envisager, par exemple dire je fais une enquête à 4 contre 4, c'est peu probable que j'ai un boost, c'est peu probable que j'ai un plus 1 ou un 0, je pense que j'aurai plus probablement un moins 1 ou un moins 2, et ça me suffira pour jouer, regarder ce que j'ai trouvé. Carte suivante, alors je vais les mettre dans l'autre ordre, voilà. Carte suivante, chanceux, événement niveau 0 qui coûte 1, rapide à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence, gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Vous faites un test en sachant que vous allez échouer, vous payez 1, vous avez plus 2, évidemment vous jouez chanceux que si vous savez que le plus 2 vous fait réussir. Je reviens sur mon exemple. Lieu avec une valeur occulte de 2, vous faites une enquête, vous avez un modificateur négatif,
De toute façon, le plancher de valeur de compétence, une fois modifié, c'est 0. Donc fin du test, vous dites je suis à 0 contre 2, je joue chanceux, je suis maintenant à 2 contre 2, voilà, j'ai réussi. Chanceux de niveau 2, vous piochez une carte en plus. Ouais. Chanceux de niveau 0 suffit. Apprendre de ses erreurs, c'est similaire. Événement, niveau 0 qui coûte 0. Rapide à jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Après avoir résolu tous les effets induits par l'échec du test. Effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour le test. Donc c'est la même idée. Vous avez échoué, maintenant vous avez plus 2. Sauf que chanceux, vous devriez rater, vous appliquez un plus 2. Et vous jouez chanceux parce que ce plus 2 vous fait gagner. Apprendre de ses erreurs, c'est vous échouer, vous résolvez l'échec et maintenant vous refaites le test. Que vous pouvez de nouveau échouer. Alors là, pour beaucoup d'investigateurs, ça va être l'occasion d'avoir quelque chose de similaire à chanceux, parce qu'on ne peut avoir que 2 chanceux dans son deck. Pour Calvin White, déjà il y a cet aspect chanceux bis, mais il y a aussi la possibilité, selon le type de test, de je veux subir 2 échecs. Ou alors Calvin White, si je reviens sur mon exemple de reste pourrissant, ou de main saisissante, le principe est le même. Calvin White, il a 0 partout, il pioche main saisissante, il faudrait qu'il fasse 3, il pioche un jeton, c'est un plus 1, donc il a raté de 2, s'il joue chanceux, il a réussi, et il se passe rien. S'il joue apprendre de ses erreurs, donc j'ai dit reste pourrissant je crois, s'il joue apprendre de ses erreurs, il a raté de 2, donc il se met 2 horreurs, maintenant il refait le test. Il a 2 horreurs, il a un plus 2, c'est-à-dire qu'il fait un test à 4 contre 3, et s'il a... Alors éventuellement il réussit, il se passe rien, éventuellement il a un... Enfin s'il a un plus 1, un 0 ou un moins 1, le test est réussi. S'il a un moins 2, il se prend une 3e horreur. S'il a un moins 3, il se prend encore 2 horreurs. Et s'il a un moins 4 ou quelque chose d'encore plus négatif, il se prend 3 horreurs. Et voilà, il est à 5 horreurs sur lui. Autre exemple de mitigation, coup de bol. Niveau 0, ça coûte 2 icônes d'agilité. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous tentiez d'échapper à un ennemi non élite. Placez cet ennemi au-dessus du deck rencontre. Vous temporisez la pioche d'un ennemi. Vous essayez d'échapper à un ennemi qui vous gêne. Vous ratez. Vous le remettez sur le deck rencontre et selon... Alors, il faudra voir en fonction de l'ennemi, mais si c'est un ennemi qui est généré dans un lieu précis, par exemple, le lieu avec le plus d'indices, maintenant vous sortez du lieu et quand l'ennemi sera généré, vous serez plus concerné. Ça peut aussi être une question d'ordre du round. Vous essayez d'échapper à l'ennemi, vous ratez, vous le mettez sur le dessus du deck de rencontre. Round suivant, c'est l'autre investigateur qui commence à piocher et c'est lui qui se récupère l'ennemi. Et je pense qu'on a fait le tour pour la mitigation de l'échec. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous commencez avec 0 dans toutes les caractéristiques. Vous allez donc échouer plein de fois. Vous avez tout intérêt en début de campagne à utiliser toutes ces cartes qui disent en cas d'échec, gagnez ceci, des cartes, on peut appeler ça aussi des cartes lot de consolation. Début de partie, premier scénario, début de partie, vous échouez en permanence, mais ça vous fait gagner plein de cartes, et à un moment donné, vous avez pioché ce qui vous importait. Du coup, en jeu, vous avez la hache d'incendie, vous avez comment il s'appelle déjà, vous avez Peter Sylvestre, vous avez le manteau de cuir, vous avez caché son jeu, et dans votre main, vous avez 6 compétences, vous êtes paré à un peu toutes les éventualités. Alors évidemment, toutes ces cartes-là sont autant d'emplacements du deck qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas remplis par des cartes qui font réussir. Patte de lapin, ça vous permet de piocher une carte quand vous échouez, mais quand vous devrez combattre, c'est de la hache d'incendie dont vous avez besoin. Du coup, au fil de la campagne, en gagnant de l'expérience, vous allez devoir remplacer ces cartes-là par des cartes plus actives. Que j'essaie de trouver un exemple. Premier scénario, vous avez pu vous installer assez rapidement grâce à toutes ces cartes de mitigation. Vous avez vous avez combattu, vous avez pioché votre faiblesse, vous avez choisi le traumatisme physique. Fin de partie, un ennemi qui gênait un peu, vous avez joué On se reverra en enfer, vous avez pris un deuxième traumatisme physique.
Donc maintenant vous savez que vous commencez avec 2 en force et en agilité, c'est pas Byzance mais c'est mieux que 0. Et bien maintenant vous allez remplacer, si c'est le premier scénario de la campagne de Carcosa, vous avez bien joué, vous avez 5 points d'expérience, et bien vous remplacez la patte de lapin par exemple, vous retirez la patte de lapin de votre deck, et avec les 5 points d'expérience, vous mettez un, comment il s'appelle, Fendoir Vétuste, qui est quand même une super arme de combat corps à corps. Ou alors vous remplacez la patte de lapin par essayer et réessayer, et vous améliorez vos 2 Peter Sylvestre. Et le scénario d'après, c'est une autre carte de mitigation, par exemple garder courage, que vous allez remplacer par une compétence qui vous donne de bons bonus en combat. Alors cette carte là, je sais pas ce qu'elle fait ici. Ouais non, j'ai mal lu. Alors, oups, événement niveau 0 qui coûte 2. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous attaquiez un ennemi engagé que vous. Infligez les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. Alors ça, c'est pas génial parce qu'il faut 2 ennemis dans le lieu. Mais si vous ratez de peu votre attaque, ouais encore une fois je dis des bêtises, ça c'est pas... Ça aurait dû être dans la mitigation. Ouais voilà. Bon, je referai au montage. Vous ratez de peu, parce que c'est le début de la partie, vous avez pas une compétence très élevée. Vous ratez votre attaque contre l'ennemi 1, et vous infligez les dégâts à l'ennemi 2. Mais au niveau 2, il suffit d'échouer avec une différence de 3 ou moins, donc c'est plus facile. Et les dégâts sont infligés à n'importe quel ennemi. Donc ça peut être j'ai raté l'ennemi 1, j'inflige à l'ennemi 2, ou j'ai raté l'ennemi 1, je l'inflige quand même à l'ennemi 1. Ah oui, et si l'ennemi attaqué est engagé avec un autre investigateur, cette attaque n'inflige pas de dégâts à l'investigateur. Voilà. Deuxième aspect, l'utilisation du fait que vos caractéristiques sont de 0. Je vérifie un truc. Ah, c'est pas clairement indiqué dans la FAQ, mais je suis sûr de moi. Je sais pas où j'avais vu cette information, j'espère que je dis pas de conneries, mais moi j'en suis sûr, c'est comme ça que j'ai toujours joué. La compétence de base, c'est ce qui est imprimé. Calvin a des compétences de base, des compétences imprimées de 0, donc il a une compétence de base de 0. Même s'il est 5, 5, 5, 5 grâce aux dégâts et aux horreurs, tout ce qui est comparé à la... chaque fois que vous devez vérifier la compétence de base, c'est 0. Ça veut dire qu'il est le mieux placé pour utiliser toutes les cartes qui nécessitent un grand écart entre la difficulté du test et la valeur de base. Alors ce sont des cartes comme Envers et contre tout, c'est un événement de niveau 2 qui coûte 2, rapide à jouer quand vous effectuez un test de compétence dont la difficulté est supérieure à votre valeur de compétence de base. Révélez X pions chaos supplémentaires pour ce test, choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. X c'est la différence entre la difficulté du test et votre valeur de compétence de base. C'est-à-dire, mettons vous êtes en milieu de partie, Calvin White il a une force de 3, il affronte un ennemi qui a une force de 4, s'il n'a pas de bonus, il faut qu'il pioche un +1, donc il a une chance sur 8. Maintenant s'il joue envers et contre tout, il va piocher 3 jetons supplémentaires. Donc il pioche 4 jetons, attendez que je dise pas, non, il pioche 4 jetons supplémentaires, donc il révèle 5 jetons, il révèle un tiers des jetons et il va résoudre dans le lot le +1. Donc il en révèle un tiers, sachant qu'il y a un 8e des jetons qui sont des +1. C'est toujours pas suffisant, mais un petit boost de force dessus. Là, ce dont il a besoin, c'est le +1 ou le 0 ou le signe des anciens. Là, on doit quand même être à un tiers du sac du chaos et il en pioche un tiers. Donc normalement, ça le fait réussir. Déjà, c'est l'assurance de ne pas résoudre l'échec automatique. C'est le moment où, si vous le pouvez, vous boostez à fond. La carte dont je parlais il y a un certain temps au début de cette vidéo-là, Éclipse sanglante je crois, vous boostez au maximum, voilà, vous prenez 3 dégâts, ça vous fait une attaque qui inflige 4 dégâts, vous jouez envers et contre tout, vous savez que vous ne piocherez pas l'échec automatique, et vous savez que votre attaque à 4 dégâts, elle passera. Voilà. Maintenant, je reviens à la comparaison à la valeur de base. Se montre à la hauteur, niveau 0, compétence, 3 icônes libres. Attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Pour Calvin White, ça veut dire
Vous ne pouvez l'attribuer que si la difficulté est de 3 ou plus. Et vous donnez plus 3. Voilà, vous donnez un plus 3 pour réussir un test qui a une difficulté de d'au moins 2. Donc de base, vous jouez ça, vous avez un plus 1. Si vous êtes pris, mettons, 1 dégât, vous êtes à 1. Vous jouez ça, vous faites votre attaque à 4 contre 2. Et si on est en fin de partie, vous affrontez, je sais pas moi, l'émissaire royal ou peu importe quel gros ennemi. Vous avez vos 4-5 dégâts, donc vous avez une force de 4-5. Vous pouvez quand même jouer ça, vous passez à 7-8. Même compétence au niveau 3, il n'y a plus que 2 icônes libres, mais il suffit que la difficulté du test soit supérieure à votre valeur de compétence de base. Et vous avez plus X icônes libres, X étant la difficulté entre votre compétence de base et la difficulté du test, jusqu'à un maximum de 3 icônes libres supplémentaires. Donc Calvin White. Si le test a une difficulté de 1, eh ben il y a 3 icônes libres. Si le test a une difficulté de 2, il y a 4 icônes libres. Si le test a une difficulté de 3, il y a 5 icônes libres. Ça veut dire que si la difficulté est de 3 et qu'il est à 0, il joue se montre à la hauteur et il a de bonnes chances. Alors on va dire à la louche, 3/4, 80% de chances de réussir. Alors j'ai fait une liste de decks pour du duo, pour tester le cercle brisé quand j'aurai tous les packs. Donc Calvin White en duo, spécialisé combat, qu'est-ce que ça donne? Coup près. Alors coup près, plus 1 de force pour l'attaque, plus 2 à la place si votre santé mentale... Ah oui, là je vais pas filmer le deck. Ouais, je mettrai l'image, je me contenterai de décrire. Vous aurez pas la visualisation du texte de la carte, mais bon, je vais le décrire, ça devrait suffire. Coup près, plus 1 de force ou plus 2 si votre santé mentale restante est 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur en tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité. Vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc, c'est plus 1 ou plus 2 en force en fonction de la santé mentale restante, plus 1 ou plus 2 dégâts et la possibilité de se soigner des horreurs. C'est-à-dire que si vous n'avez que cette arme-là en jeu, eh ben, vous attaquez, vous avez un ennemi qui a 1 point de vie, vous infligez quand même une horreur. En début de partie, voilà, vous allez peut-être vous infliger des horreurs pour vite avoir votre plus 2 en force. Quand un ennemi a 3 points de vie, bah vous faites une attaque sans vous infliger d'horreur, une attaque en vous infligeant une horreur et vous soignez cette horreur. Et si vous avez... Ah oui, là c'est vrai que j'allais dire des bêtises. Comme autre arme, j'ai mis batte de baseball parce que la hache d'incendie, si on n'est pas dans un deck caché son jeu, ouais. Donc oui, voilà. Là, le coup près, si vous avez d'abord le coup près, bah, vous faites ça. Vous alternez les attaques où vous infligez pas d'horreur et les attaques où vous infligez une horreur. Et vous soignez un petit peu. Batte de baseball, plus 2 en force et inflige plus 1 dégât. Évidemment, il ne faut pas piocher de crâne ou d'échec automatique. Patte de lapin, ben, vous échouez, vous piochez une carte. Peter Sylvestre pour encaisser les horreurs. Analgésique, vous subissez une horreur pour soigner un dégât. L'horreur, vous la mettez sur Peter Sylvestre. Parce que c'est bien beau de blesser Calvin White pour qu'il soit plus efficace, mais à un moment donné, il y a toujours de l'aléatoire. Vous ne savez pas quand est-ce que vous piocherez l'échec automatique et que vous prendrez 3 dégâts à cause des mains saisissantes. Bon, jusqu'à la fin des temps, 2 fois partir perdant pour piocher les cartes dont on a besoin. On se reverra en enfer, comme je l'ai expliqué. Des fois, c'est la meilleure solution. Je fiche le camp pour quand il faut abandonner avant de se prendre un trauma. Arme improvisée. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas le meilleur deck, mais ça peut toujours être intéressant. Vous allez essayer de piocher beaucoup en début de partie. Vous n'êtes pas certain d'avoir une de vos 4 armes au départ. C'est un événement qui vous fait combattre. L'ennemi attaqué perd 1 en combat. Donc, oui, par exemple, si vous attaquez des rats, les rats, ils ont une valeur de combat de 1. Calvin White a une valeur de combat de 0. Vous pouvez jouer depuis votre main arme improvisée. Les rats, maintenant, ils ont une valeur de combat de 0. Et vous allez les tuer à moins de piocher l'échec automatique. Une fois que cette carte-là est dans votre défausse, même idée, mais en plus, maintenant, vous faites 2 dégâts. Et ça sera remélangé dans votre deck. Voilà, parce que Calvin White, il n'a que 2 fois 2 armes. La batte de baseball, elle peut être défaussée si vous piochez les mauvais jetons. Le coup près, si vous êtes pris trop d'horreur,
ben, il pourra plus infliger les dégâts que un par un. L'arme improvisée, il me semble que c'est quand même Enfin, c'est nécessaire. Chanceux, bon ben, voilà. Vous ratez de peu, ben maintenant c'est réussi. Épouvantable révélation, même remarque, faut très rapidement vider un lieu d'indices. Bon ben 3 indices automatiquement. Frapper au filet, vous avez besoin de force ou d'agilité. Vous profitez du fait que vous êtes pris plein d'horreur. Persévérance, en un seul exemplaire, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à contenir qui va vous infliger suffisamment de dégâts et ou d'horreur pour vous vaincre. Bon ben, vous donnez du répit. Sauvetage héroïque pour sauver l'autre investigateur, qui, je crois, j'ai fait ça tard hier, je me souviens plus, je crois que j'ai pris comme investigateur enquêteur Preston Fairmont, que j'ai pas encore testé. Voilà, donc ben, vous sauvez Preston Fairmont, vous vous renforçant, vous prenant des dégâts et vous infligez un dégât à l'ennemi. Second souffle pour un petit peu de soin. Dégourdi pour récupérer dans la main, bah, éventuellement la batte de baseball, si vous avez dû la défausser à cause d'une pioche de jetons. Éventuellement Peter Sylvestre s'il a dû encaisser trop. Éventuellement, qu'est-ce qu'il y a d'autre, chanceux, oui. Ou persévérance, ou frapper au filet. Voilà. Alors garder courage, ben, la combo dont je parlais. Et se montrer à la hauteur, ben, pareil, ce que je disais juste avant. Ça c'est avec 0 points d'expérience, et alors je sais pas si pour cette campagne 35 points d'expérience c'est raisonnable ou trop. Probablement ça sera trop pour une première tentative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la patte de lapin. Oui, ça, la patte de lapin a été remplacée par le totem macabre de niveau 3. Parce que le totem macabre, il est plus, on va dire, proactif, il vous met un icône supplémentaire. Donc il augmente vos chances de réussir. Si vous ratez quand même, la compétence, en fait c'est n'importe quelle carte qu'on choisit d'attribuer. Ça peut être un soutien ou un événement défaussé pour ces icônes. Donc, effet qui se coule, dans un premier temps, plus un icône, dans un deuxième temps, si on a raté, on remet la carte dans sa main. Anna Caslow, j'avoue je me souviens plus ce qu'elle remplace. Avant je prenais des notes, je disais la carte A est remplacée par la carte B, maintenant j'ai de plus en plus la flemme de le faire, je me dis quand je jouerai le deck, je me ferai mon idée. Anna Caslow en deux exemplaires. Alors je vous la fais rapidement. C'est un soutien qui a 1 de vie, 1 de santé mentale, c'est pas des masses. Ça vous donne 2 emplacements de tarot supplémentaires. Quand elle est dans votre main en début de partie, vous la mettez en jeu, et quand elle entre en jeu, on cherche un soutien tarot dans le deck et on le met en jeu. Donc c'est un peu votre, je sais pas, Mitch Brown à tarot, ou votre super bandoulière à tarot. Donc comme je parlais de tarot, bah, Calvin Wright, avec 35 points d'expérience, je lui mets 2 exemplaires du tarot survivant. Vous gagnez plus 1 vie et plus 1 santé mentale. Voilà. Donc l'idée, Calvin Wright, il n'a que 6 points de vie et que 6 points de santé mentale, alors que la moyenne c'est 7 et 7. En cours de campagne, comme je le disais, il va encaisser des traumas à partir du 7ème, on fait un peu la gueule. Et ben le 5 de denier, ça vous permet, le fait qu'on l'ait en 2 exemplaires, ça vous permet d'accepter d'encaisser 2 dégâts et 2 horreurs de plus sur une partie. Évidemment, il faut les piocher. Et Anna Caslow, elle est là pour... Vous allez au mulligan essayer de la récupérer dans votre main de départ. Comme ça, elle entre gratuitement en jeu. Elle vous fait aller chercher le 5 de denier que vous mettez en jeu. Et vous pouvez avoir les 2 5 de denier en même temps. Calvin Wright, il a 8 points de vie, 8 points de santé mentale. Si en jeu, vous avez Peter Sylvestre et Anna Caslow, et jusqu'à la fin des temps, vous êtes assez sûr de vous, bah vous acceptez qu'il ait 7 dégâts et 7 horreurs sur lui. Et il a 7 dans toutes ses caractéristiques. Charisme, bah pour avoir les 2 alliés en même temps. Catastrophe. Rapide, joué quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence, y compris l'échec automatique. Annulez ce jeton et traitez-le comme un signe des anciens à la place. Idéalement, vous avez bien boosté vos compétences, donc c'est quelque chose que je vois essentiellement contre l'échec automatique, mais ça peut servir contre autre chose. Vous annulez le pion révélé, vous considérez que vous avez pioché un signe des anciens. Donc, si vous jouez cette carte-là, ça vous fait réussir un test. Piocher le signe des anciens, ça va vous permettre soit de vous soigner, soit de vous blesser. Soit vous soignez pour avoir plus de marge et moins craindre les ripostes des ennemis, soit vous blessez pour être plus fort lors du prochain test. Lutter ensemble, vous piochez des cartes dont vous avez besoin, vous gagnez des ressources,
Alors ce deck là utilise pas beaucoup de ressources et il n'y a aucune carte. Il n'y a aucune carte. Je vais y arriver. Aucune carte qui fait dépenser des ressources pour des bonus, pour des boosts. Donc c'est plutôt pour piocher l'événement dont on a besoin. Pareil pour l'autre investigateur et puis pour donner des ressources. Et voilà. Donc je le testerai. À l'occasion. C'est-à-dire, pas de sitôt, probablement pas avant l'automne, voire même, si je suis très occupé, pas avant 2020. Bon, on se dirige vers une vidéo super longue, là j'en suis à 1h10 d'enregistrement. Passons aux cartes joueurs. Première carte joueur, arme improvisée, dont j'ai déjà un peu parlé. Un événement de niveau 1, tactique improvisée. Vous avez le droit de jouer l'arme improvisée depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck et après avoir résolu ses effets. Combattre, l'ennemi attaqué perd -1 combat pour cette attaque. Si vous avez joué l'arme improvisée depuis votre pile de défausse, cette attaque inflige +1 dégât. Alors des cartes improvisées, il y en a 3. Il y a l'attaque, il y a l'évasion et il y a l'enquête. Toutes ces cartes ont le même principe. Vous pouvez la jouer depuis la pile de la défausse. Si vous jouez depuis la défausse, vous remélangez dans votre deck. Et c'est plus efficace quand vous le jouez depuis la défausse. Il n'y a pas d'icône, donc vous ne pouvez pas l'attribuer un test. Alors je vais montrer rapidement les autres. Ah, évidemment, encore une fois, j'ai fermé un onglet là où j'aurais pas dû. L'évasion, c'est dans le pack Paradoxe temporel, même coup. L'ennemi choisi perd -1 d'évasion pour ses tentatives d'évasion. Si vous avez joué la barrière improvisée depuis votre pile de défausse, vous avez le droit d'échapper à un ennemi supplémentaire ayant une valeur d'évasion de X ou moins et situé dans le même lieu, X est le nombre de points de réussite. Donc là, l'idée ça vous sert à vous échapper plutôt. La difficulté est baissée de 1. Si vous jouez depuis votre pile de défausse, vous pouvez échapper à 2 ennemis à la fois. Vous choisissez celui des 2 qui a l'agilité la plus faible. Vous diminuez la difficulté encore de 1. Éventuellement, vous boostez votre test. Mais si vous jouez ça sur Rita, comme indiqué sur l'image, elle a 5 de base. Donc, mettons, vous faites votre test. Imaginons, vous faites votre test. Vous avez Rita, elle a des chaussures de course. Vous avez un ennemi. Dans votre jeu, vous avez un ennemi qui a une valeur d'évasion de 2, l'autre qui a une valeur d'évasion de 3. Vous faites votre tentative sur celui qui a une valeur d'évasion de 2. La difficulté passe à 1, vous êtes à 6 contre 1. Vous piochez un -2, ça vous fait 4 contre 1. Vous réussissez de 3, vous échappez au deuxième, vu que son évasion est de 3. La troisième, faire avec les moyens du bord. Votre lieu perd -1 de valeur occulte. Si vous jouez cette carte depuis la défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Alors ces 3 cartes-là, elles ont plusieurs intérêts. Alors déjà, elles ont l'inconvénient de ne pas avoir d'icône. Vous ne pouvez pas les attribuer un test de compétence. Mais, déjà, elles baissent la difficulté de 1. Baisser la difficulté, c'est la possibilité d'amener la difficulté à 0 et de réussir à moins de piocher l'échec automatique. Première chose. Deuxième chose, la carte, vous allez pouvoir la jouer 2 fois. Vous la jouez depuis votre main, puis vous la jouez depuis la défausse, et la remélangez dans votre pioche, éventuellement plus tard vous la repiocherez. Quand vous la jouez depuis la défausse, elle a un effet plus intéressant. Respectivement 2 dégâts, 2 évasions et 2 indices. Et enfin, chez les survivants, il y a un certain nombre de cartes qui jouent sur la défausse. Ashcan Pit, bon je vais le montrer, j'avais pas préparé ça. Ashcan Pit, voilà. Action rapide, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez, limite une fois par round. Et ben Ashcan Pit, il peut mettre cette carte improvisée là dans son deck, il a besoin de redresser un soutien. Il défausse cette carte là, il sait qu'il peut la jouer depuis sa défausse. Vous avez aussi Wendy, enfin plus exactement l'amulette de Wendy. Vous avez le droit de jouer la... Non, pardon, c'est bien Wendy. Wendy Adams. Réaction, quand vous révélez un pion KO, choisissez défausser une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion KO, limite d'une fois par test capacité. Même remarque, elle pioche un jeton qui lui fait échouer au test, elle défausse une des cartes improvisées, elle pioche un nouveau pion KO, et en plus elle pourra jouer son événement depuis la défausse. Et enfin, la carte, il faut que je la retrouve. Bizarre, je la vois pas. Non, je regardais au mauvais endroit. Et également la carte acculée, soutien de niveau 2 qui coûte 2.
Action rapide, défaussez une carte de votre main, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Vous défaussez les cartes improvisées depuis votre main pour booster votre test. Donc par exemple, vous faites une première enquête dans un lieu, vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez une valeur de base de 2, vous défaussez, faire avec les moyens du bord pour avoir une valeur de 4, vous faites votre enquête à 4 contre 2, et maintenant vous avez fait avec les moyens du bord dans votre défausse, vous pouvez le jouer, vous avez 2 contre 1, vous mettez un boost, éventuellement vous utilisez de nouveau acculé en défaussant une autre carte improvisée, et vous êtes à 3, 4 contre 1, et si vous réussissez, vous piochez 2 indices. Les cartes suivantes, coup de bol. J'en ai parlé tout à l'heure. Événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes d'agilité, c'est bien. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous tentiez d'échapper à un ennemi non élite. Placez cet ennemi au-dessus du deck rencontre. Là, je pense que ça sera extrêmement dépendant de la situation, parce que l'ennemi, vous allez le repiocher. Donc en gros, la question c'est, pourquoi est-ce que ça vous gêne pas de le repiocher plus tard? Si c'est un ennemi qui n'est pas chasseur, par exemple, vous essayez de lui échapper, vous ratez, vous retentez. Une deuxième fois, maintenant vous avez réussi. Troisième action, vous déplacez, il reste dans le lieu, vous en parlez plus. De toute façon, quand il sera repioché par un investigateur, il reviendra en jeu. Et peut-être dans une situation plus gênante. Du coup, je sais pas trop qu'en dire, moi j'ai jamais utilisé. Il y a toujours l'avantage des 2 icônes d'agilité. C'est pas une carte morte. Carte suivante, Yaotel. Soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié. C'est un allié, un voyageur. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Alors là, il y a un erratum. Ok. Alors, action rapide. Inclinez Yaotel. Lors de ce test de compétences, chacune de vos compétences gagne un bonus égal au nombre d'icônes de compétences correspondantes sur la carte du dessus de votre pile de défausse, sans tenir compte des icônes libres. Et le deuxième, action rapide, défaussez la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par phase. Voilà. Yaotel, il vous donne un bonus qui dépend de la carte qu'il y a sur le dessus de votre deck, sur votre défausse, pardon. C'est très bien. Ça va une nouvelle fois pouvoir se combiner avec les cartes qu'on défausse chez les survivants. Et lui-même, il peut défausser des cartes. Si la dernière carte qui est entrée dans votre défausse, celle qui est donc au-dessus, c'est mettons arme improvisée, il n'y a pas d'icône, vous utilisez Yaotel, vous défaussez une carte, vous espérez que ça soit une carte avec 2 icônes identiques. Si vous avez dans votre deck Divination, vous pouvez aussi utiliser Divination pour regarder les cartes du dessus de votre deck, et ensuite Yaotel pour défausser. Grâce à Divination, vous voyez qu'il y a votre faiblesse sur le dessus de votre deck, Yaotel vous la défausse. Autre remarque, si la carte est sur le dessus de votre défausse, c'est probablement parce qu'elle a servi il y a peu. C'est-à-dire que vous allez faire un premier test, mettons vous devez faire un test de volonté, vous jouez cran. Vous devez faire un autre test de volonté, peut-être parce que le premier a échoué, il y a cran sur le dessus de votre pile de défausse, et Yaotel il peut vous donner un +2. Donc je trouve que c'est un allié qui est génial, mais je l'ai assez peu joué, parce qu'en survivant, quand on joue survivant fauché, en général, déjà, si on joue survivant fauché, on joue Madame la Branche, et on a quasiment dans tous les decks, on a Peter Sylvestre. Donc, on a déjà le deuxième slot offert par le charisme qui est occupé. Yaotel, dans beaucoup de decks, ça serait le 3e allié. Donc il est génial, mais il y a une forte concurrence. Évidemment, les cartes qui sont les plus utiles sont les 4 compétences désespérées. Parce que c'est 4 icônes du même type. Vous avez attaque inconsidérée dans votre défausse, vous utilisez Yaotel, paf, +4 en force. Et là, la compétence de Yaotel, elle ne nécessite pas que vous remplissiez la condition pour la compétence en question. Dernière carte, survivant. Je ferai les cartes neutres dans une autre petite vidéo. Dernière chance, compétence, 5 icônes libres. 5 icônes libres, c'est énorme. Attribuer uniquement un test de compétence auquel aucune autre carte n'est attribuée. Aucune carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. Dernière chance, perd un icône libre pour chaque carte dans votre main. Donc vous faites un test, si vous n'avez que ça en main, vous l'attribuez, vous avez +5. Si vous avez 2 cartes, vous attribuez ça, vous avez +4. Si votre main est pleine, ça sert à rien.
Donc ça dépendra des styles de deck. Comme c'est indiqué dans les commentaires, si vous jouez Ashcan Pit, il est possible qu'Ashcan Pit il défausse plein de cartes pour redresser Duke. Et du coup, Last Chance, ça sera assez efficace. Si vous jouez un survivant fauché, faut pas oublier que Madame la Branche, elle a aussi comme action rapide, si vous n'avez pas de carte en main, piochez une carte. Donc vous pouvez jouer dans un deck où vous utilisez un maximum de cartes. Dans votre main, il vous reste plus que Last Chance, vous l'attribuez et avec Madame la Branche, vous repiochez une carte. Voilà, vous n'essayez pas de stocker le carte, vous dites j'ai toujours Madame la Branche pour piocher si je manque de cartes. A noter qu'Ashcan Pit, il peut redresser Madame la Branche. Et dans ce cas, s'il met Madame la Branche dans son deck, il peut défausser pour redresser Madame la Branche, il peut défausser pour redresser Duke. Il y a 2 bonnes raisons de défausser les cartes. Alors, récapitulatif, assez bref. Ça va être tellement d'onglets ouverts, ça va être super long de faire toutes les copies d'écran. Calvin Wright, c'est un gros défi. Moi, c'est un défi que je trouve intéressant à relever. Il est quand même très atypique. Je sais plus dans quelle vidéo le vidéaste disait quand on joue Calvin Wright, il faut considérer les points de vie et les points de santé mentale comme des ressources. Et voilà, c'est vraiment ça. On a l'habitude de gérer les cartes en main, on a l'habitude de gérer le nombre de ressources qu'on a. Et là, il faut toujours être en train de se dire, est-ce que je peux me permettre de prendre encore un dégât? Est-ce que je peux me permettre de prendre encore une horreur? Je pense pas que je le jouerai en expert, mais en normal, je pense que ça peut être amusant. Pas le plus efficace, mais amusant de tirer sur la corde. Au début de partie, on est là, ah ouais, génial des restes pourrissants, j'espère que je prends plein d'horreurs. Et passer, je sais pas, la moitié, les 3/4 du scénario, c'est ah là là, il faut surtout pas que je rate le moins de tests qui infligent des dégâts ou des horreurs, sinon je suis vaincu. Très sympathique. Alors, est-ce qu'on peut le jouer avec plusieurs archétypes? Il a vu les cartes auxquelles il a accès, déjà on peut le jouer en survivant fauché, avec hache d'incendie, cacher son jeu Madame la Branche. On peut aussi, alors je vais vérifier rapidement, il a accès à un certain nombre de cartes d'annulation. Voilà, il a accès au sort de protection, il a accès à sauvetage héroïque, à laissez-moi régler ça, ça fait pas des masses. Il a accès à on se reverra en enfer, il a accès aussi à épouvantable révélation. Tiens, il a accès à mémoire eidétique. Donc je pense qu'on peut le jouer un petit peu en tank. Est-ce qu'on peut le jouer en évasion? Est-ce qu'on peut le jouer en gestion d'ennemis version évasion? Je suis pas convaincu. Parce qu'il n'a pas accès aux cartes truands qui l'aideraient bien. Bon, voilà, je vais m'arrêter là sur Calvin Wright. Je pense quand même il est assez performant. Les cartes, j'ai perdu ma page, voilà. Les cartes du pack, armes improvisées, moi j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans, mais c'est une petite arme. Alors oui, c'est une petite arme contre les petits ennemis, mais par exemple, Minty-Fan, elle y a accès. Comme elle pioche beaucoup, elle va l'avoir dans sa main. Comme elle pioche beaucoup, elle va l'avoir de nouveau dans sa main quand ça aurait été remélangé dans son deck. Et mine de rien, arme improvisée, c'est, dans la campagne de Carcosa, c'est 15 chances sur 16 de tuer un rat. Alors c'est qu'un petit rat, mais quand même. Depuis la pile de la défausse, c'est -1 en combat de l'adversaire. 2 dégâts si l'attaque est réussie, et Minty-Fan, elle a plein de compétences dans la main. En plus de ça, c'est une carte qu'on défausse sans hésitation, donc ça va bien combiner avec tous les effets de défausse des survivants, comme Ashcan Pit, Wendy Adams et aussi le soutien acculé. Coup de bol, je suis pas convaincu, parce qu'il y a un ennemi, vous n'avez pas réussi à le gérer en lui échappant, vous le remettez sur le deck de rencontre et vous dites il faudra que je réessaye dans 1 ou 2 tours. Vous retardez. Il y a Hotel, il est génial, vu qu'il permet de donner potentiellement de très bons boosts, ça dépend des cartes qu'on a dans son deck. +1, oui sans problème, +2 assez fréquemment et même jusqu'à +4. Le problème c'est que moi la plupart du temps je le vois comme troisième meilleur allié à mettre dans le deck et du coup il entre pas. Et enfin dernière chance, c'est potentiellement génial dans un deck qui
utilise beaucoup de cartes, qui a toujours une main très réduite. Ça par exemple, je le mettrai jamais dans un deck Minty-Fan. Mais en fonction du nombre de cartes qui vous reste dans votre main, vous pouvez avoir plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à plus 5 à votre test de compétence. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions ou à réagir à certaines choses que j'ai dites. Surtout, si vous avez fait un deck Calvin White, que vous avez trouvé efficace ou au moins agréable à jouer. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a intéressé. Un bon pont de l'Ascension, un bon week-end, une bonne fin du mois d'août selon la date à laquelle je mettrai en ligne cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.